Comme c'est l'habitude, la période de stress commence, la période de questions. Si vous avez des questions sur la présente allocution ou sur n'importe quel autre sujet, c'est le moment. Genre un micro. Marc, tu parlais de la Chine. Hein? Tu as mentionné plusieurs points, puis ça a donné certains éléments de réponse à mes questions, mais à chaque jour, on entend parler de la Chine dans les médias, les hauts, les bas, leur influence que ça a, puis finalement, ça a un certain effet dans notre portefeuille. Je veux savoir comment tu vois la Chine dans le futur, Rita? On entend parler de la Chine. Il y a beaucoup de réponses à cette question. D'abord, la Chine, c'est la deuxième économie mondiale. N'importe quoi qui se passe dans une économie d'une si grande envergure a un impact et a un intérêt pour tout le monde. Et surtout, non seulement c'est la deuxième économie mondiale, mais c'est une économie qui, par sa croissance économique des 10-12 dernières années, probablement des 5, 10, 15 prochaines années, déclenche un paquet de choses qui se passent à travers le monde, autant au niveau consommation de ressources que de développement de la classe moyenne, consommation, au niveau du tourisme, etc. Donc, ce qui se passe en Chine a une importance à cause de leur taille économique et leur taille en termes de personnes. Moi, je lis 3-4 heures par jour de toutes sortes de recherches variées et une des choses que moi, je lis, que la plupart des gens n'ont pas l'opportunité de lire, c'est que moi, je lis sur la Chine des choses qui sont écrites par le New York Times ou par des firmes de recherche américaines, mais je lis aussi sur la Chine par des choses qui sont écrites par The Economist puis des gens qui sont en Europe ou qui sont en Asie. Alors, il y a la Chine dans l'œil américain qui drive pas mal la recherche qu'on lit puis qui drive ce qu'on lit dans les journaux. Bien, la Chine, c'est l'ancienne Russie. Quand vous lisiez des affaires sur la Russie ou l'URSS il y a 25 ans, ça ne sortait pas positif bien quand vous lisiez ça d'un œil américain. Alors là, moi, je vois la même nouvelle qui sort, qui parle de la Chine, puis tu la lis dans l'Economist ou le New York Times, ça ne sonne pas pareil pantoute. Donc, je pense qu'il y a un peu de China bashing qui amplifie notre perception que ça ne va pas bien en Chine, alors que ça va mieux que ça. La Chine vit une période. Là, la Chine était un non-event économique il y a une douzaine d'années et s'est rendue la deuxième puissance économique mondiale, croît encore malgré que son rythme de croissance est plus faible que c'était. Au lieu de 10-12 de croissance, on parle de 7,5 de croissance. Mais la meilleure économie occidentale, qui est à peu près les États-Unis, roule à 2,5-3 Donc, c'est encore le double et le triple de ce qu'on voit dans les meilleures économies. L'Europe est au niveau de la récession. Et la baisse de la croissance est normale parce qu'au fur et à mesure que la taille de l'économie grossit, bien, c'est plus dur de soutenir le rythme de croissance. Mais ça, c'est une chose. Mais deuxièmement aussi, les politiques économiques de la Chine visent à réduire cette croissance-là et visent à réduire les excès qui arrivent dans le système quand tu as une économie qui roule à 10-12 de croissance. Spéculation, prêts usuraires, fraude, etc. Alors, ils font exprès pour réduire le rythme de croissance, pour justement éliminer ces excès-là. L'élimination des excès, quand on a des excès ici, on les élimine, puis ça crée une récession, on passe de 3-4 de croissance économique à -2, -3. Mais quand tu roules déjà à 10-12 bien, tu passes à 7 tu es quand même pas si pire, mais cette croissance-là est plus petite. Je le faisais mention dans ma présentation. Je pense qu'il y a pas mal de monde smart en Chine. Ce n'est pas tous des nonos. Là. Sur le nombre, sûrement qu'on a trouvé 3 ou 4 de smart. Mais c'est une économie qui est gérée. Alors, il essaie de passer d'une économie gérée à une économie où le libre marché a une plus grande place. Et le nouveau boss du Parti communiste chinois a ça comme façon de faire. Il a travaillé dans des entreprises également, lui aussi. Donc, je pense que les changements structurels qui sont en train de se produire, non seulement ça va être favorable pour la croissance de l'économie chinoise à long terme, mais ça va aussi enlever le genre d'image négatif que souffre la Chine. Est-ce que les chiffres sont manigancés? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses négatives qu'on entend, surtout de la presse américaine? Là. Alors ça, je pense qu'en allant vers une économie qui est plus ouverte, plus transparente, qui fait plus de place à l'entreprise privée, moins de bureaucratie, ça va contribuer à améliorer l'image en général de la Chine, dont les ratios d'évaluation à des entreprises similaires, c'est à peu près la moitié de ce que vous avez aux États-Unis. Vous achetez des entreprises en Chine équivalentes à ce qu'on aurait aux États-Unis à la moitié du prix, alors qu'elles opèrent dans un pays qui roule à 3 fois la croissance économique des États-Unis. Donc, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle, puis je suis convaincu qu'il va y avoir un reset
dans l'évaluation qui va se faire graduellement au cours des prochaines années, pas des prochains 20 ans, mais des prochains 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis ça semble être partagé aussi par MRB. On ne pense pas que l'économie, la bourse de la Chine va faire le triple de la bourse américaine sans penser que certaines des affaires qu'ils sont en train de faire vont avoir des retombées positives à long terme. C'est ce qu'on pense nous aussi. J'ai une question pour vous ici. Pour les marchés occidentaux, on regarde le marché canadien qui vit principalement des matières premières, qui sont plus difficiles dernièrement. On voit avec l'impact sur le dollar. Je regarde le marché américain, je regarde sur un horizon, vous avez parlé du long terme, je regarde sur un horizon peut-être d'1, 2 ou 3 ans, à court terme, où est-ce qu'on se positionne. Le marché américain à 90 sous dans le dollar, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va perdre 10 finalement parce qu'on passe sur le marché américain avec la devise? Ou puis je regarde l'Europe, puis je me dis l'Europe est dans une position où est-ce qu'on était il y a 1 an, puis il y a 2 ans, puis peut-être il y a 3 ans. On ne sait pas trop où ça s'en va. Fait que finalement, pour les marchés occidentaux, où est-ce qu'on peut placer dans un horizon de 1 à 3 ans? Comme ça, commencer avec une question facile, comme ça. C'est bon? La question est large, là. Si on regarde, si on fait une perspective sur 1 an ou 2 ans, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis je compare à l'environnement, puis c'est un peu l'environnement qu'on vit depuis 3-4 ans. On a l'impression que les banques centrales du monde, puis un peu les gouvernements, c'est comme des piquets avec des assiettes qui tournent. Là, puis là, ils se courent d'une assiette à l'autre, puis ils ne veulent pas que l'assiette tombe. Là. Puis là, il y en a une qui tombe, puis elle accroche l'autre assiette à côté. Fait qu'il y a des effets de répercussion. Alors, là, la situation semble un peu plus stable qu'elle l'était il y a 2 ans ou 3 ans. Mais donc, puis quand je disais qu'on essaie de prévoir 1 an ou 2, c'est difficile, mais quand on prévoit 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça devient plus facile. Puis nous, notre focus, c'était un peu sur, on ne veut pas manquer des affaires qui vont avoir des portées importantes sur 5 ans, 10 ans. Ça nous dérange moins de se tromper sur 3 mois, puis sur 6 mois. Puis quand tu focuses trop sur le 3 mois, 6 mois, d'abord, tu te trompes autant que, même que tu te focuses ou ne focuses pas, tu vas te tromper de toute façon. Puis deuxièmement, tu perds la vue de ce qui arrive à long terme. On parle des marchés. C'est sûr que les marchés émergents ont moins bien fait depuis 2 ans que la bourse américaine, par exemple, dans son ensemble. Mais ce n'est pas vrai dans 90 des derniers 12 ans, puis je ne pense pas que ça va être vrai dans 90 des prochains 10 ans. La bourse américaine a bien fait, puis quelqu'un qui investit là a fait de l'argent parce qu'il a fait de l'argent sur le change, comme vous dites, le dollar canadien a perdu 10-12 depuis 2 ans. Mais si vous regardez juste la bourse américaine l'an passé qui a monté autour de 25 à 30 bien, les bénéfices des entreprises ont monté de 4 l'an passé. Ça veut dire que 90 de la hausse de la bourse américaine, c'est pas venu parce que les entreprises font plus d'argent, c'est venu parce qu'on paye 25-30 plus cher pour la même dollar de bénéfices. Alors ça peut faire un bout, là. Et là, les attentes, c'est que la bourse américaine va progresser, pas la bourse, mais l'économie va progresser à un rythme plus élevé dans les prochaines années parce qu'elle n'aura pas à faire face au ressac de la crise de 2008, puis que les mesures fiscales difficiles qui ont été prises dans la dernière année, tranquillement, vont avoir moins de portée, puis que l'économie en Europe se replombe un peu, puis les marchés émergents, ça va se calmer. Donc ça, c'est les expectatives, puis c'est ce qui justifie pourquoi la bourse a monté 4 fois plus ou 5 fois plus que la progression des bénéfices. C'est que les bénéfices vont suivre. Bien là, le marché est en mode attente. Puis c'est pour ça qu'on regarde les chiffres. Il y a tellement un focus sur les chiffres économiques sur les États-Unis ces temps-ci, parce qu'on veut confirmer que le 25 de hausse qu'on a eu l'an passé, on avait-tu raison de faire monter la bourse de 25 ou c'était trop? Fait que là, il y a un jugement qui se fait, dépendant des opinions de chacun. Puis la bourse a reculé de 5-7 début de l'année. La bourse américaine a baisse de 3-4 à peu près. On ne pense pas que le dollar canadien s'en va à 65 sous. Là. Alors, c'est sûr que la bourse canadienne est influencée par ce qui se passe dans les ressources. C'est pas 100 de l'économie canadienne, là, puis c'est pas 100 de la bourse, mais c'est 25-30 de la pondération de la bourse canadienne. Il n'y a pas juste des ressources, mais il y a des ressources, entre autres, de différentes natures. Puis moi, je pense que c'est je le disais à la Gazette en fin de l'an passé, je pense que c'est une des erreurs que le marché fait, parce que là, le thème, c'est les États-Unis, puis on oublie tout le reste, puis le Canada, c'est fini, puis les ressources, c'est fini, puis on a eu notre 10-12 ans, puis après ça, c'est fini. Moi, je pense que quand vous voulez faire de l'argent dans le marché, la façon de la faire, plus d'argent, c'est d'aller contre ce que le monde pense, puis d'avoir raison. Parce que tu peux aller contre, puis tu tords ça, c'est pas le cas. Mais quand tu vas contre le marché, puis tu as raison, puis moi, je pense que le marché en général sous-évalue le potentiel des entreprises de ressources canadiennes. Puis
Puis tant mieux si j'ai raison, parce qu'ils ont baissé de 50-60 depuis un an. Fait que soit que le marché a raison, puis il y avait l'affaire à baisser de 50-60 puis si ce que le marché pense arrive, bien, ça a déjà baissé de 50-60. Fait que le potentiel de baisse est moins grand. Par contre, si c'est l'inverse qui arrive, puis de ce que je dis, c'est que les pays occidentaux commencent à se regagner un pouvoir fiscal qu'ils n'avaient pas il y a 4-5 ans. Puis c'est sûr que ce n'est pas le pactole encore aujourd'hui, là, mais ça s'en vient tranquillement. Tu sais, si on regarde la situation du Canada, on a des déficits de, je ne sais pas moi, 30 milliards, 40 milliards il y a 2, 3, 4 ans, puis on va être à peu près au break-even l'an prochain. Fait que ça arrive ici, ça arrive aux États-Unis, ça arrive graduellement en Europe. Donc, graduellement, au cours des prochaines années, les pays vont gagner le contrôle un peu sur leur budget. Et cette marge de manœuvre-là, il y a bien des façons qu'elle peut être utilisée. Est-ce que tu diminues les taxes? Est-ce que tu augmentes les services? Ça peut, ou les pensions ou ces affaires-là. Moi, je pense que cette marge de manœuvre-là, elle va être utilisée pour des investissements en infrastructure. Puis par hasard, dans le budget de Harper hier, on est un des pays qui est le plus avancé de s'approcher vers le break-even. Bien, c'est un budget, c'était ça qui était le mot-clé de ça, c'est qu'on va investir en infrastructure. Puis il n'y a pas juste au Canada qu'il y a un besoin d'infrastructure. Dans tous les pays occidentaux, il y a ce besoin-là. Fait que moi, je pense que ça va revenir graduellement au cours des 2, 3, 4 prochaines années. Fait que tu combines ça avec les pays émergents qui sont encore en mode d'investissement important. Moi, je pense que ça va revenir à la mode d'être investi dans les entreprises de ressources canadiennes. Puis on en a dans les portefeuilles. On n'a pas, c'est pas 75 de nos portefeuilles, mais on est patient avec des titres de bonne qualité parce qu'on pense qu'ils ont été dépréciés de façon exagérée et que le marché exagère les perspectives de ce secteur-là négativement. Est-ce qu'au niveau du marché des banques canadiennes versus les banques américaines ou européennes, les banques canadiennes sont toujours susceptibles d'être les meilleures performantes pour les prochains 12 à 24 mois? Si vous regardez le pattern ou la performance des banques américaines et des banques canadiennes dans les derniers 15 ans, les banques canadiennes ne se sont pas démarquées des banques américaines en termes de profitabilité pour la majorité de ces années-là. Ils sont démarqués quand c'était le temps, c'est-à-dire les 9 mois de fin 2008 à début 2009. Alors, l'écart de rendement sur 10 ans ou 12 ans entre les banques américaines et les banques canadiennes vient essentiellement de cet événement-là qui est arrivé en 2008, où le conservatisme des banques canadiennes les a aidés, puis au lieu que les titres bancaires baissent de 90 ils ont juste baissé de 40 puis un an après, ils étaient revenus au même niveau. Fait que ça a aidé beaucoup le rendement. Je ne pense pas que les banques canadiennes vont faire significativement mieux que les banques américaines au cours des 5-7 prochaines années, mais je ne pense pas qu'ils vont faire significativement pire non plus. Les banques canadiennes ont quand même un track record d'aller chercher du rendement sur l'avoir important depuis 20 ans ou 25 ans, où le rendement moyen est quelque part autour de 16-17 de rendement sur équité. Ils en payent 40 de dividendes, puis ils réinvestissent la balance, qui refait encore 16-17 Fait que, dans notre pondération d'actions canadiennes, on a diminué la pondération de nos titres canadiens des portefeuilles depuis quelques années, mais on n'a pas diminué ce qu'on avait des banques canadiennes parce qu'ils trouvent toujours une façon de rentabiliser leurs opérations dans tout ça d'environnement. Alors, la question, c'est que tantôt, tu parlais de la Chine. J'aimerais que tu parles des Indes, s'il te plaît. Bien, les gens ont décrit les Indes comme étant la Chine il y a 7-8 ans. Alors, c'est sûr qu'il y a un potentiel important en Inde à cause de la population, à cause d'où ils sont dans leur évolution économique historique. La principale différence, je dirais, en Inde et la Chine, c'est que l'Inde, c'est-à-dire la Chine, c'est une économie qui est contrôlée. Alors, il y a un gouvernement central qui décide, bien, on investit dans tel secteur, etc. Donc, ils ont mis en place les infrastructures qui ont permis à l'industrie manufacturière chinoise d'exporter et de devenir, dans le fond, la manufacture du monde. En Inde, c'est plus compliqué. Ils sont toujours en gouvernement minoritaire. Il y a, je ne sais pas combien, 14 religions, il y a des pays. Fait que l'infrastructure politique est beaucoup plus compliquée. Fait que c'est beaucoup plus compliqué pour eux autres de se mettre ensemble et de faire arriver ce que ça prendrait pour que l'économie atteigne son plein potentiel. Quand même rouler pas si pire, là. Le problème avec l'Inde, c'est qu'ils ne créent pas énormément de richesse. En Chine, c'est le gouvernement chinois qui avait cette richesse-là, qui l'a investi puis qui a permis à l'entreprise privée de s'exploiter. En Inde, c'est un pays qui importe beaucoup du capital qu'ils ont besoin pour financer ces projets d'investissement-là. Donc, quand ils investissent dans des routes, décider ça, il n'y a pas assez de richesse, pas assez d'épargne qui est créée en Inde, donc il faut qu'ils aillent la chercher ailleurs. Puis le problème qu'on voit depuis 6-9 mois,
puis une petite crisette qu'il y a dans les marchés émergents, c'est lié à ça. C'est que les gens commencent à rapatrier leur argent vers les marchés occidentaux et l'argent que ces pays-là utilisaient pour faire le développement devient soit qui est plus rare à obtenir ou à coûte plus cher parce qu'il faut que tu donnes un meilleur rendement. Donc, moi, je pense que c'est quand même temporaire parce que les sources de plus-value dans ces pays-là, à mon avis, sont nettement supérieures et les opportunités de rendement sont supérieures. Fait qu'à un moment donné, le capital cherche les meilleures opportunités. Il peut y avoir des périodes temporaires où ce n'est pas le cas, là. Mais je pense que d'investir à long terme dans les marchés émergents en général est plus susceptible de gérer de la plus-value. Et les pays émergents sont beaucoup mieux organisés aujourd'hui, incluant l'Inde, qu'ils étaient en 1998 où il y a eu une crise dans les marchés émergents. Et un de leurs leviers, c'est qu'ils ont un taux de change flexible. En 1998, ça a frappé fort parce que leur taux de change ne pouvait pas faire baisser leur taux de change, alors que là, ils peuvent faire baisser le taux de change. C'est une façon de compenser pour des inefficiences qu'il y a à l'intérieur du pays. Tu fais baisser ton taux de change, de facto, tu deviens concurrentiel, un peu comme on a au Canada quand ça arrive, puis l'économie ralentit, puis notre taux de change baisse de 10-15 sous, puis ça redonne un boost. Bien, ces pays-là ont accès aussi à ce levier-là. En conclusion, tu mentionnais que tu souhaitais avoir un vent de dos, un vent favorable. Et ce que j'ai clairement compris, c'est que vous privilégiez plus les portefeuilles en actions. Donc, en termes de pondération pour un client type, qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme mandat et en fonction de quoi vous déterminez ça? C'est des conversations qu'on a, puis le but du vidéo qu'on a enregistré à l'automne, puis des différentes communications qu'on a avec nos clients, puis un petit peu le but de cette discussion-là, c'est pas de dire, bon, bien, vous devriez augmenter de 20 votre poids en action, c'est de sensibiliser les gens au fait que ce qui a marché dans les 5-10 dernières années n'est pas susceptible de marcher dans les 5-10, pas les prochains 50 ans, mais les prochains 5-10 ans, au fur et à mesure que les taux d'intérêt vont graviter vers un niveau plus raisonnable en fonction de l'inflation. Donc, les titres à revenus ne seront pas le driver de la performance qu'ils ont été depuis 10 ans. Ça va être les actions. Mais c'est sûr que les actions, ça vient avec un bagage de volatilité un peu plus grande. Mais comme on disait, cette volatilité-là, il faut la mettre en perspective. C'est sûr que si vous mesurez votre volatilité en ouvrant votre enveloppe à chaque mois, bien ça, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Mais si vous la mesurez sur 2-3 ans, le crash de 2008, c'était une pointe de volatilité assez grande. Là. Ça faisait 70 ans que ce n'était pas arrivé. Puis notre client type avait récupéré son capital 9 mois après. C'est quand même pas si pire que ça là, pour la pire crise en 70 ans. On veut susciter cette réflexion-là. Puis nous, on va au maximum qu'on peut parce que nous, on gère une douzaine de profils puis c'est signé par contrat. Fait qu'un client qui a un profil, disons, 50 de ses revenus, 50 actions, on a une petite marge de manœuvre. Mais là, on est rendu au maximum de notre marge de manœuvre. Là. On est autour de 60 en actions. Fait que nous, on fait ce qu'on peut, là. Mais si on veut aller plus haut que ça, il faut qu'on ait cette discussion-là avec nos clients pour que les gens acceptent, dépendant de leur situation, de leur tolérance au risque. Puis ça, c'est juste une question de rendement. Si les gens sont à l'aise avec faire 3-4 de rendement en moyenne des 10 prochaines années, avec le même profil, ça marche aussi. Un peu plus près de chez nous, dans le secteur des ressources naturelles, j'aimerais t'entendre à propos du manifeste concernant le pétrole au Québec. Est-ce qu'on devrait en tirer profit? Je n'ai pas vu le manifeste, excusez. Oui, moi, je pense qu'il faut tirer avantage de nos ressources naturelles en général. Puis on a abordé ce sujet-là l'an passé. C'est toujours une question de croissance économique puis d'impact sur l'environnement. Et ce que je disais l'an passé ou l'année avant, c'est que l'Alberta va se tanner à un moment donné de nous envoyer des chèques de péréquation. Puis nous, on dit on veut être propre, puis on ne touche pas à notre environnement, mais on va avoir le chèque de l'Alberta qui, eux, se font frapper sur la tête parce qu'ils exploitent leurs ressources naturelles, mais on veut le chèque. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir une discussion qui va se faire autour d'une table, et ils vont dire « You can't have your cake and eat it too ». Fait que ça, c'est mon commentaire général. Dernière question? Oui. On a parlé déjà des risques et des opportunités possibles par rapport au marché émergent, notamment de la Chine. Mais on n'a pas parlé des risques politiques. Il me semble, par rapport à la Chine notamment, qu'il y en a plusieurs. Ils ont une attitude plus agressive envers le voisin, le Japon, l'Asie du Sud-Est, etc., qui peut
bien avoir un impact sur le portrait économique aussi. C'est quoi votre lecture de ces risques-là? Parce que ils ne sont pas minimes. La Chine a quand même une certaine vision de sa position dans le monde, et que ce soit par rapport à l'Afrique, que ce soit par rapport à l'Amérique, etc., qui va avoir un impact aussi sur les investissements. Absolument. Ma réponse, ça serait, de dire, je ne suis pas un historien, mais je lis pas mal là-dessus, et je ne connais pas de pays qui ont eu un impact aussi grand sur leurs voisins à travers le monde, de façon aussi agressive, aussi intense depuis 50 ans que les États-Unis. S'en sont tirés pas si pire. Je ne pense pas qu'on est rendu en Chine au niveau où cette intervention-là, politique, économique, interventionniste, et va même flirter avec ce qu'on vit aux États-Unis depuis 50 ans. Mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller, c'est sûr. Mais je pense qu'au fur et à mesure que le peuple chinois s'enrichit, il va se démocratiser également. Je pense que ça va être un challenge plus grand. Ça va être comment est-ce que le Parti communiste chinois, pas dans 1 an, 2 ans, mais je parle dans 5, 10, 15, 20 ans, va réussir à garder son contrôle avec une population qui devient plus ouverte, qui lit plus, qui est plus riche, qui voyage plus. Ça va être le challenge politique, mais ça n'aura pas un impact nécessairement sur l'ensemble de la planète, mais ça va avoir certainement un impact au niveau des structures politiques en place aujourd'hui en Chine. Ça, je pense que c'est leur challenge. C'est bon? Merci infiniment de vous être déplacés. Et on vous convie l'an prochain.